Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Aujourd'hui, nous recevons enfin et à nouveau Arnaud Bertrand qui a beaucoup voyagé ces dernières semaines. Il y a énormément de choses à nous raconter sur ce qui se passe en Asie, et spécifiquement en Chine. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'article qui a été publié par Arnaud Bertrand justement ce mois-ci, ce mois de décembre, dans le Monde diplomatique. L'électron, la farce et son dindon, très très bon sur les divergences énergétiques entre la Chine et les États-Unis. Bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, de la partager. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de sujets, et à commencer par eh bien, cette guerre commerciale initiée par les États-Unis, par Donald Trump, guerre tarifaire, guerre douanière qui devait mettre la Chine à genoux, comme une certaine guerre en Ukraine devait mettre la Russie à genoux. Et au final, eh bien, c'est Donald Trump qui, après un petit passage en Corée du Sud, a rencontré Xi Jinping et est reparti avec une couronne d'or sur la tête et une défaite de cette guerre douanière engagée. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Arnaud, et comment les choses sont vues depuis la Chine? Euh, bon, il y a eu plein de rebondissements dans cette histoire de tarifs douaniers, mais le résultat à la fin, donc tout a commencé pour rappeler avec ce que Trump a appelé Liberation Day, le jour de la libération. Libération de quoi, on n'est pas très clair, mais bon, c'est comme ça qu'il a appelé. Où il a commencé par mettre ses tarifs douaniers sur le monde entier, dont la Chine. Et je crois que le premier montant pour la Chine, c'était de 34%. Euh, voilà. Et le résultat, là, aujourd'hui, c'est que tous les tarifs douaniers qu'il a ajoutés pour la Chine depuis Liberation Day sont annulés. On est de retour au même niveau de frais de douane qu'avant Liberation Day, après le sommet de Busan en Corée du Sud avec Xi Jinping. Donc c'est quand même assez inédit, quoi. Donc c'est clairement une défaite. Je précise que il y a encore pas mal de tarifs douaniers sur les produits chinois, parce qu'il y en avait déjà pas mal avant. Je sais plus le niveau total, autour de peut-être 40, entre 40 et 50%. Mais ça, c'est des frais de douane qui avaient été mis depuis, pour la plupart depuis assez longtemps, pour la plupart en fait depuis la première Trump, le premier mandat de Trump quand il était président avant Biden. Donc voilà, en gros, après plein de rebondissements où les frais douaniers sont montés à plus de 100% à un certain moment, on est de retour à zéro comparé à la base qu'il y avait au niveau au moment de Liberation Day. Et la raison principale pour ça, c'est que les Chinois ont la carte des terres rares, qui est un atout absolument extraordinaire et très fort, qui fait qu'ils peuvent en gros dicter à Trump quoi faire, quoi. Par 3 fois déjà cette année, Trump a essayé d'attaquer la Chine à travers différents angles. Donc il y a eu cet angle des tarifs douaniers. Il y a aussi un angle autour des frais de port pour les navires chinois aux États-Unis, où il allait imposer des frais de port absolument extravagants pour les navires chinois. Donc une façon déguisée aussi de stopper le commerce avec la Chine. Et la troisième chose, c'était euh, une expansion extraordinaire des entreprises chinoises sous sanctions. Donc, il avait introduit une nouvelle règle qui allait augmenter le nombre
de sociétés chinoises sous sanctions américaines, donc sur la fameuse entity list, qui veut dire qu'on peut plus utiliser les dollars, on peut, enfin, c'est la mort dans le commerce, en tout cas en Occident. Il avait introduit une nouvelle règle en septembre, qui voulait dire que le nombre de boîtes chinoises affectées allait passer d'autour de 1000 jusqu'à plus de 20 000. Donc ça aurait été une augmentation par facteur 20 quoi, du nombre d'entreprises chinoises sanctionnées par les États-Unis, ce qui est énorme. Et à chaque fois, les Chinois ont sorti la carte terre rare, et à chaque fois, Trump a complètement abandonné ces mesures-là, quoi. Donc les 3 mesures n'existent plus. C'est revenu à la situation d'avant. Donc ça montre la force de la carte des terres rares de la Chine, quoi. Fréquence Populaire, c'est notre média, mais c'est aussi le vôtre. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est une manière particulière de s'organiser, de fonctionner. C'est un choix politique au sens noble du terme. Nous avons fait le choix de faire de Fréquence Populaire un média, un véritable média organisé sous la forme d'une SKIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ? Parce que l'information, vous le savez, est bien trop captée par le pouvoir politique qui en use et en abuse, par l'oligarchie financière qui la possède, et par quelques actionnaires invisibles qui orientent la ligne éditoriale en fonction de leurs intérêts. Les coopératives de presse ont une longue histoire en France et en Europe. Elles ont émergé chaque fois qu'un peuple voulait se réapproprier son information. Des journaux ouvriers du 19e siècle, au grand titre de la libération organisée en coopérative, le principe a toujours été le même. Si l'information appartient à tous, alors elle peut servir l'intérêt général. Au contraire, quand l'information appartient à quelques-uns, elle ne sert que l'intérêt privé. Et lorsqu'un média appartient à celles et ceux qui le soutiennent, il ne peut être acheté, manipulé ou étouffé par des forces extérieures. C'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui avec Fréquence Populaire. C'est pour ça que nous ouvrons ce média, comme nous vous en avions déjà parlé, à la souscription. Pour devenir sociétaire de Fréquence Populaire Média, eh bien, nous vous appelons à une souscription de 150 € qui est déductible des impôts à hauteur de 66%, si bien sûr vous êtes soumis aux impôts sur le revenu. Vous verrez les informations sur une page dédiée que vous trouverez en bas de nos vidéos ou sur le site fpop.media. En devenant sociétaire, vous pourrez participer à la gouvernance de Fréquence Populaire et contribuer à bâtir un média réellement indépendant en ayant accès aux comptes de ce média et, bien évidemment, en participant à bâtir sa ligne éditoriale. Si vous pensez que la démocratie commence par une information libre, si vous refusez de laisser l'actualité être filtrée par les intérêts privés, alors rejoignez-nous, donnez-nous la force de continuer le combat que nous menons, mieux encore que nous le faisons jusqu'à maintenant. Construisons ensemble un média qui ne doit rien aux puissants, un média qui n'appartient qu'à celles et ceux qui le font vivre, c'est-à-dire vous, nous et bien sûr ceux à qui il est destiné, le peuple. Il n'y a pas que cela, il y a la carte du soja, enfin la carte des marchés, parce que alors je ne sais pas comment c'est perçu depuis la Chine, parce que il semble que les Américains découvrent qu'en fait, il y a un marché gigantesque en Chine, il y a un très grand marché en Inde, que tout ça, ça s'est connecté par les BRICS à d'autres marchés et que la menace de perdre le marché américain n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet aux Chinois. Oui, ça c'est le marché américain, en fait, c'est vraiment assez petit hein, à l'échelle de la Chine pour la Chine. Je crois qu'on en est au stade où c'est moins de 2% de leur PIB. Donc en fait, bon, 2% c'est pas rien. Ça fait un peu mal, mais c'est pas non plus. Ils sont à 5% de croissance par an, quoi. Donc c'est même pas, ça réduirait même pas leur. Si toutes les exportations vers les États-Unis étaient arrêtées, ça réduirait même pas leur croissance d'une année de moitié. Donc voilà, c'est pas quelque chose. C'est pas une menace qui fait vraiment peur à la Chine comme Trump a priori le croyait au début. Par contre, des mesures comme les sanctions américaines sur 20 000 sociétés chinoises, ça déjà c'est beaucoup plus embêtant puisque ça veut dire que ces sociétés ne peuvent plus utiliser le dollar et ça affecte pas seulement le commerce avec les États-Unis, mais avec le monde entier puisque dans le monde d'aujourd'hui,
qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, le fait est que l'infrastructure financière est largement encore dominée par les États-Unis et le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Et comment les Chinois se perçoivent, d'une part, après la très grande parade militaire dont on avait parlé, qui a été un très grand succès pour le 80e anniversaire de la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale côté chinois, et le fait que ils ont fait plier les États-Unis sur cette guerre commerciale. Est-ce qu'il y a une fierté? Est-ce que ça donne des ailes ou est-ce que... Oui, 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 non, non, clairement, clairement. Il y a une grande fierté et je pense que on est en train d'assister à un shift assez important dans la rhétorique officielle chinoise à ce niveau-là. On a notamment pu le voir dans le dernier coup de fil entre Xi Jinping et Trump, où pour parler de Taïwan, avant, les Chinois, quand ils parlaient aux États-Unis pour parler de Taïwan, ils se référaient toujours aux accords qui avaient été passés entre Nixon, Kissinger et Mao, Zhou Enlai. Donc les accords qui ont rétabli la relation entre les États-Unis et la Chine dans les années 70. Mais là, pour la première fois, ils ont changé de rhétorique. Ils ont commencé à dire que les États-Unis et la Chine, pour ce qui est de Taïwan, devaient se comporter comme les co-vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et garder l'ordre mondial qui avait été conclu dans la Seconde Guerre mondiale. Et Xi disait ça à Trump dans le contexte des problèmes que Xi a avec le Japon en ce moment, puisque la première ministre japonaise a dit qu'il considérait peut-être intervenir militairement s'il y avait une guerre à Taïwan. Donc le fait que les Chinois disent ça, ça veut dire qu'ils se positionnent maintenant par rapport aux États-Unis comme d'un pied égal, comme les co-vainqueurs comme des co-vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale à part égale et non plus comme positionner les États-Unis comme un, un rival qui aurait accepté une concession comme Nixon et Kissinger l'ont fait dans les années 70. Donc voilà. Et du côté des États-Unis, il y a maintenant la rhétorique du G2. Trump a dit ça par rapport à la Chine que voilà, c'est comme ça qu'il a qualifié le meeting de Busan en Corée du Sud, que ça allait être le meeting du G2, donc sous-entendu évidemment la gestion à deux entre la Chine et les États-Unis des problèmes du monde. La Chine a toujours dit qu'ils refusaient un G2, mais de leur côté, ils parlent de co-gestion d'égal à égal, de relations d'égal à égal avec les États-Unis pour co-gérer les problèmes notamment de la région Asie-Pacifique. Oui, parce que de facto, il y a une reconnaissance de la puissance chinoise. De la part des États-Unis, oui, il y a pas mal de débats autour de ça. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le pouvoir, c'est pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Et donc, j'ai aucun doute que les États-Unis sont assez mécontents de la situation. Ils voudraient revenir à une situation où ils sont prépondérants, dominants, beaucoup plus puissants que la Chine et tout, mais c'est juste pas le cas, quoi. Donc, à tous les niveaux, au niveau économique, la Chine a ses leviers comme les terres rares et tout ça. Au niveau militaire, maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'accorder sur le fait qu'ils sont au moins aussi puissants que les États-Unis, si pas plus. Si on regarde juste la marine chinoise, le nombre de bateaux aujourd'hui, c'est 2 fois la taille de la marine américaine au niveau global.
2 fois la taille, donc c'est pas rien quand même. Et ils sont 100% concentrés sur leur région. Ouais, tandis que les États-Unis, évidemment, ils sont déployés d'un peu partout dans le monde. Au niveau aérien, ils ont des technologies, ils sont maintenant à la 5e et la 6e génération même des fighter jets, comment on dit encore, des avions de chasse. Ouais. Et les États-Unis ne sont pas là. Ils ont plus d'avions de chasse que les Américains. Les pilotes s'entraînent plus d'heures. Donc voilà, à beaucoup de niveaux militaires, ils sont au-dessus des États-Unis maintenant au niveau technologique aussi. À bien des niveaux, ils sont devant au niveau scientifique. Donc à tous les niveaux, ils sont ou bien au même niveau ou devant les Américains déjà. Donc les Américains ne peuvent plus être dominants parce que de fait, ils le sont plus. C'est juste une question, pas une question de volonté, c'est une question d'incapacité. Alors, il y en a d'autres qui veulent beaucoup, beaucoup, mais qui ne peuvent pas grand-chose. Ce sont les Européens. On le voit avec la guerre en Ukraine. Très peu de moyens et beaucoup de desiderata qu'ils ont du mal à imposer. Et on l'a vu dans l'affaire Nexperia. Nexperia, c'est cette entreprise qui fait des semi-conducteurs et qui, fort étrangement, ce qui montre un peu la capacité stratégique européenne, avait été rachetée en 2018 ou en 2019 par un de ses sous-traitants chinois, Wingtech Technology. Et puis là, il y a une volonté du gouvernement des Pays-Bas de reprendre le contrôle, un peu comme Donald Trump, de manière forcée. Et ça s'est pas très bien passé. Ouais, donc déjà, c'était pas. En fait, c'était autour de ce que je mentionnais tout à l'heure. C'est cette nouvelle règle de Trump qui allait sanctionner, qui allait augmenter le nombre d'entreprises chinoises sous sanction par facteur 20. En fait, ce que cette règle disait, c'est que toutes les boîtes qui sont des succursales de boîtes chinoises qui sont sanctionnées par les Américains sont elles-mêmes sanctionnées. C'était ça la règle qui a changé. Et Wingtech, donc la maison mère de Nexperia, était sous sanction américaine depuis décembre dernier. Donc ça voulait dire concrètement que Nexperia, comme succursale, allait aussi être sur la entity list américaine. Et ce qui aurait été très dommageable pour eux, puisque bon, c'est une énorme boîte, hein, c'est 14 000 employés, je crois 12 000 de ces 14 000 sont en Europe, une boîte très importante pour l'écosystème européen, puisque la plupart des constructeurs automobiles utilisent leurs semi-conducteurs pour leurs voitures et d'autres industries aussi. Donc une boîte assez critique. Et les Américains sont allés voir les Hollandais et leur ont dit bon, j'imagine que vous voulez pas vous voulez pas que Nexperia soit sanctionné. Alors il y a une solution très simple. Vous volez la boîte aux Chinois, en gros. Et c'est exactement ce que les Hollandais ont fait, puisqu'ils ont évoqué une loi de la Seconde Guerre mondiale qui n'avait pas été utilisée depuis 1952, qui permettait au gouvernement de réquisitionner par temps de guerre des sociétés critiques pour l'effort de guerre, en gros. Donc évidemment, c'est très peu valable dans la situation. D'après ce que je sais, il n'y a pas de guerre, en tout cas entre la Hollande et la Chine. Mais bon, ils ont utilisé cette loi. Mais c'était pas très malin puisque, bon, évidemment, les Chinois, ça leur a fort déplu. Et le truc, c'est que 80% de la production de Nexperia était faite en Chine. Donc évidemment, qu'est-ce que les Chinois ont fait immédiatement? C'est bon, si vous nous volez la boîte, vous n'avez plus rien. Tout ça, c'est coupé.
Et donc, en gros, ça résume très bien la situation européenne. On se retrouve en gros tapé des deux côtés en fait, puisque d'un côté, c'est pas nous qui voulions faire ça à Nexperia, c'est les Américains qui nous ont dit si vous faites pas ça, on vous sanctionne. Et donc on fait ça à cause des Américains, et de l'autre côté, les Chinois nous disent bon, vous avez fait ça, donc on vous sanctionne. Donc ça montre vraiment le rôle de l'Europe aujourd'hui en tant que proxy, quoi, au milieu des deux, sans avoir sa propre voix. Ce que j'ai dit au début de l'expérience, c'est la chose honnête que les Européens auraient dû faire, c'est euh, dire non aux Américains, euh, mettre en place une façon, et ça on aurait dû le faire depuis très longtemps, de se protéger des sanctions américaines, puisqu'a priori, l'expérience, le commerce se fait principalement au sein de l'Europe. Euh, donc, c'est une boîte hollandaise qui vend des semi-conducteurs à des constructeurs automobiles européens. C'est pas normal que on puisse pas protéger une boîte qui est dans cette situation de sanctions américaines, puisque c'est principalement au sein de notre marché à nous, quoi. Donc, on aurait dû dire non aux Américains, ce qui aurait un peu redoré le flambeau de l'Europe, puisque ça aurait envoyé le message que on peut investir en Europe si on est des entreprises chinoises ou, je sais pas, africaines, du Moyen-Orient, en étant protégé par les Européens, pas être sans avoir peur d'être en sachant que si on suit seulement la loi européenne, on est protégé, qu'on n'est pas aussi obligé de suivre, de pas déplaire aux Américains en même temps, quoi. Mais bon, ils ont pas fait ça, et résultat, voilà, les Européens sont plus ou moins, enfin, pardonne-moi l'expression, le cul entre deux chaises, quoi. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Trump, après, il a fait son deal avec Xi Jinping à Busan, en Corée du Sud, où il est tombé d'accord sans même notifier les Européens, je crois ils l'ont appris par les journaux, d'enlever cette règle. Et donc, on s'est retrouvé avec à avoir volé une expérience pour rien. euh, et, et avoir ces punitions des Chinois sans justification au final. Bon, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on a redonné la boîte aux Chinois. Le gouvernement hollandais a annulé l'application de cette loi. Donc voilà, c'est d'un ridicule complet, quoi. Et tout est revenu, comme les tarifs douaniers américains, à la position ante. Rien n'a changé. Et ça marque quand même, enfin, très clairement, cette histoire marque l'impuissance européenne. Ouais. Et comme tu dis, le terme est très bon, hein, cul entre deux chaises. Et je rajouterais qu'il n'y a pas de grands morceaux de postérieurs qui sont assis ni sur l'autre chaise, c'est très en déséquilibre. Cette affaire européenne. Ouais. Néanmoins, les Européens considèrent qu'ils ont leur conception du monde est restée quelque part au début du XXe siècle, ou même au XIXe par rapport à la Chine, pour certains, qui peuvent dicter les choses avec un esprit quasiment néocolonial, mais en même temps en reconnaissant leur déficit maintenant par rapport à la Chine. Et j'en veux pour preuve, c'est les règles qu'essaie d'imposer l'Union européenne sur les investissements chinois dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne, finalement, enfin, se rend compte des décalages technologiques de plus en plus sévères entre l'Union européenne et la Chine, et se dit, bon, bah, on va imposer des règles aux Chinois. Quand ils vont investir en Europe, il va falloir qu'ils fassent des transferts de technologie. Mmh. Mais là aussi, les Chinois, cher Arnaud, n'ont pas l'air d'accord de suivre les règles qu'on leur impose comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, je sais pas s'ils sont si en désaccord que ça, parce que c'est ça que eux-mêmes ont fait pendant très longtemps, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la position où ils sont aujourd'hui. Donc moi, franchement, je suis perdre la position. oui,
et effectivement, euh, mais ils devraient comprendre par définition que c'est raisonnable puisque eux-mêmes l'ont fait. Donc moi, ça me choque pas trop tout ça. Et d'ailleurs, j'ai commencé à avoir des exemples intéressants de boîtes européennes qui faisaient ça, notamment Renault par exemple. Donc la dernière Renault Twingo, c'est assez fascinant. Euh, a été conçu avec de la technologie chinoise. Donc, ils sont allés en Chine, Renault. Ils ont ouvert un bureau avec, je crois, 150 ingénieurs à Shanghai. Sur ces 150, il y en avait 140 de Chinois. Ils se sont vraiment intégrés à l'écosystème des voitures électriques chinoises pour concevoir une voiture électrique, donc la nouvelle Twingo, euh, euh, à la chinoise, quoi, basée sur la façon dont les Chinois font des voitures électriques aujourd'hui, avec des fournisseurs chinois pour les batteries, pour le moteur et tout. Mais cette voiture est fabriquée en Europe, pas en France, malheureusement en Slovénie en l'occurrence. Mais voilà, moi je trouve le modèle intéressant, quoi. C'est plutôt bien d'un point de vue européen qu'on fasse ce genre de choses. Et je trouve que cette approche est plus constructive que les Américains, où eux, pour le coup, ils disent non, on veut rien du tout de Chine. On applique des tarifs, donc sur les voitures électriques, par exemple, ils appliquent des tarifs de 100%, parce qu'il y a aussi des tarifs différenciés selon les produits. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aucune voiture électrique chinoise qui peut être vendue aux États-Unis. Donc voilà, au moins on donne une chance aux Chinois d'accéder au marché européen. Et puis on se donne aussi une chance à nous d'apprendre de la Chine, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Évidemment, le diable est dans les détails. Il y a plein de choses sur lesquelles ça ferait plus sens d'avoir des transferts de technologie, que de toute manière on refera jamais à la maison. On va pas se mettre je sais pas, fabriquer des chaussettes en France ou je sais pas. Donc il faut regarder. Il faut que ce soit effectivement pour des choses à forte valeur ajoutée technologique où on a encore à apprendre. Et faire ça, je pense, en bonne entente avec les Chinois, sans animosité, comme eux l'ont fait à l'époque. La raison pour laquelle ils ont réussi à attirer nous, les Européens, à l'époque, c'est parce qu'ils étaient très aimables, quoi. Ils ont fait ça en bonne entente, où on y voyait nos intérêts à l'époque, et puis eux voyaient le leur. Donc, il faut éviter de faire ça à l'européenne où c'est une espèce de diktat et, et où on parle de façon extrêmement arrogante, où là, évidemment, les Chinois, ils accrocheraient pas du tout. Oui, parce que tu as raison, sur le fond, c'est évidemment une bonne chose et c'est un moyen de, en étant un peu plus humble, de rattraper le retard maintenant accumulé technologiquement par rapport à la Chine. Non, je parlais plutôt de la forme parce que là je lis la réaction d'un des porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, alors je sais pas si je prononce bien, mais bon, Ouais, ouais. française, ça fait Lin Jian, qui a déclaré que la Chine s'opposait au transfert forcé de technologie, et je cite, aux pratiques protectionnistes et discriminatoires au nom du renforcement de la compétitivité. Donc, ils ont l'air d'être d'accord, mais ils n'ont pas envie qu'on leur impose. Ouais, ouais. Bah, eux, en fait, ils l'ont pas forcément fait. Je pense pas qu'il y ait eu de loi en Chine qui disait, et je pense que c'est le plan de l'Europe, il n'y a pas eu de loi en Chine qui disait si vous voulez accéder au marché chinois, vous êtes obligé de transférer vos technologies. Ça a toujours été fait au cas par cas et en négociation entreprise par entreprise. Donc je pense que c'est ça qui leur pose problème. Le principe que si la Chine veut accéder au marché européen, ils doivent forcément transférer leur technologie. Euh,
Et je pense que c'est pas intelligent non plus. Les grands principes comme ça, je suis sûr que il y a plein d'exceptions et que ça fait sens pour certaines entreprises et ça fait moins sens que pour d'autres. Donc, ouais, c'est sûrement quelque chose qui doit plus être négocié d'entreprise en entreprise comme eux l'ont fait. Je crois que c'est plus ça le sens de leurs propos. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Alors justement, puisqu'on parle de nouvelles technologies, d'avances technologiques, tu nous disais qu'on va peut-être pas faire de chaussettes. Bah, quoique, parce qu'on ne fait plus de chaussettes en France parce que c'était les vieilles règles du commerce mondial. Les salariés français faisant des chaussettes de peu d'apport financier au final, ça coûte trop cher. Mais si ce sont des robots, bah, les choses changent. Et là-dessus, je voulais aborder avec toi ce sujet des robots, en particulier des robots industriels. Si je comprends bien, la Chine fait autant de robots industriels que le reste du monde, plus que le Ouais. reste du monde. On est fascinés, nous, ici, à Fréquence Populaire, par les dark factories, les Mhm. usines sombres où travaillent des dizaines de milliers de robots réparés par des robots et il y a à peine quelques humains dans le noir puisqu'il n'y a plus besoin d'électricité pour que ça tourne. Euh, euh, et on est régulièrement fasciné par les nouvelles choses qui sortent de Chine au point où on est obligé de vérifier plusieurs fois. C'est ce que je t'avais demandé pour la colle pour les os qui fonctionne aux Ouais. 2 minutes à base d'huîtres. Bon, Ouais. comme ça a l'air complètement délirant, mais tu as vérifié, c'est tout à fait réel. Donc bon. Et régulièrement, on a l'impression qu'en fait, on regarde un film de science-fiction fait avec de l'IA, mais non, c'est réel. Et je pense tout particulièrement aux robots, au progrès des robots humanoïdes. Alors, tu nous avais parlé des marathons qui sont organisés, des entreprises qui sont en compétition dans ce domaine. Euh, et tu l'as beaucoup abordé cette question ces derniers temps. Alors, quid des robots? Est-ce que le robot est le futur de l'humanité et c'est la Chine en est le prophète? Euh, c'est toujours difficile de prédire le futur, mais personnellement, j'en suis convaincu. Euh, je pense que les robots humanoïdes seront, comme dans les films de science-fiction ou dans les livres de science-fiction, ce sera un produit que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent je voudrais jamais ça chez moi, mais à mon avis tout le monde le voudra puisque c'est en fait avoir un servant qui peut tout faire à toute heure de la journée, qui est jamais fatigué, et qui est capable de faire tout ce qu'un humain fait. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Va faire la cuisine, va promener le chien, fais le Ouais, ménage, raconte-moi tout. une histoire, tiens-moi la main. Ouais, voilà, tout. Donc, on peut imaginer des milliers et des milliers d'applications pour ça. Toutes les applications que les hommes font, quoi, en fait. Euh, et la Chine, bon, on n'en est pas encore là. Je veux pas non plus exagérer. Mais la Chine est très clairement dans le lead là-dessus. Donc, j'avais regardé, je crois qu'ils ont 50 entreprises d'humanoïdes aujourd'hui, de start-up, dont les leaders mondiaux. Donc, il y a une entreprise, par exemple, qui s'appelle Unitree, qui est probablement le leader. Il y en a une autre qui s'appelle UBTech, qui est listée en bourse. Euh, et Unitree, par exemple, on peut aujourd'hui, dès maintenant, leur acheter un robot humanoïde. Ils en vendent déjà pour 13 000 $. Tandis que si on regarde les concurrents américains, il n'y en a pas une seule boîte qui vend déjà aujourd'hui des robots. Donc, le fait qu'ils soient déjà commercialisés et que ça marche, et puis on voit que ça marche. Toutes les vidéos qu'on voit sur Twitter et Et vieux YouTube, tout ça, pourquoi ce robot? pour l'instant, l'application principale des robots Unitree, c'est on peut le programmer comme on veut en fait. C'est plus un outil, un robot pour des gens passionnés de technologie, pour s'amuser avec,
à leur faire des mouvements nouveaux. Donc, je sais pas, juste cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui en a acheté un, qui l'a programmé pour jouer au basket. Euh, et vraiment, il joue au basket. Il fait rebondir la balle, il lance la balle dans un panier. J'étais à Lisbonne il y a 2 semaines pour le Web Summit, qui est la grande messe tech européenne. Et les organisateurs du sommet avaient acheté un robot Unitree qui dansait le hip-hop. Donc voilà, ça sert pas à grand chose pour être honnête, mais ça amusait la galerie quoi. Donc pour l'instant, ça se limite à ça pour les robots Unitree. Il y a d'autres boîtes de robotique humanoïdes où les robots commencent à servir effectivement à des choses. Donc, par exemple, il y a des robots humanoïdes dans des usines aujourd'hui en Chine. Je crois que Ubitech a fait a signé un contrat avec le Vietnam pour avoir je sais plus combien de leurs robots à la frontière entre le Vietnam et la Chine, pas comme garde mais comme assistant pour les gens qui passent à la frontière. Enfin, voilà, on commence à avoir de plus en plus d'applications. Et justement, là, on voit ces images. Alors, là, c'est quand même impressionnant. Alors, je crois que c'est les robots dont tu viens de parler, Arnaud. Mais la mise en scène, c'est pour ça que au début, j'ai cru, bon, ça, c'est quelqu'un qui a fait une image IA. Mais non, la mise en scène est quand même, c'est fait pour faire peur. J'ai l'impression que le message, il est destiné aux États-Unis. C'est attention, c'est ça que vous allez affronter. Oui, il y a eu d'ailleurs tout un débat en ligne autour de ça parce que un des entrepreneurs phares d'une boîte d'humanoïdes américaine, j'ai le nom sur le bout de la langue, je sais plus, enfin en tout cas lui a dit que la vidéo était fausse, que c'était généré par IA, et puis ensuite les, les, euh, les gens de Ubitech ont démontré que c'était pas le cas. Donc voilà, évidemment ça a créé le buzz. C'était un peu l'effet Streisand comme on dit parce que ça a créé le buzz pour ses concurrents. Donc c'était pas très malin de sa part. Est-ce que ça Electronics, non? non. Eux ils sont coréens maintenant. Ah, Ouais, ils ont été rachetés par les Coréens. Ils sont même plus américains. Euh, non, je sais plus. Bon, on le mettra peut-être dans. Ouais. oui, on va trouver dans les liens. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pour faire peur je sais pas. Je pense que c'était plus pour évoquer un peu l'image qu'on en a dans les films de science-fiction. C'était plus pour faire le buzz, quoi. Pas tant que pour faire peur. Ils commencent à être assez forts en marketing, les Chinois. Par exemple, il y a eu cet autre robot humanoïde qui a été introduit où il a une forme féminine et une démarche particulièrement humaine. Et il était recouvert d'une espèce
de combinaisons blanches où ils ont créé, bon, c'était pour du PR, mais ils ont réussi à créer un buzz où les gens se demandaient si c'était vraiment un humain en dessous ou si c'était un robot. Et donc sur scène, ils ont découpé les habits pour montrer que en fait c'était un robot. Et voilà, ça aussi, ça générait pas mal de buzz. Donc ils font pas mal d'actions marketing comme ça autour de ça. Ils commencent à être forts. À être fort autour de ça. Alors qu'il y a, je sais pas, quelques années ou même il y a quelques mois, les Chinois étaient connus pour être nuls de chez nuls en marketing. On a vu aussi les robots à visage humain avec des textures, c'est assez fascinant. Ouais. La reproduction du visage, je sais pas quelle est cette entreprise en Chine, mais bon, très très net, très très net avance technologique dans Ouais. ce domaine. Il y a un autre domaine sur lequel tu as écrit ces derniers temps, qui est très intéressant, c'est les centrales nucléaires au thorium. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que jusqu'en 2015, la France travaillait avec la Chine sur les centrales nucléaires au thorium. Nous, on a des mines de thorium en Bretagne. Et ici, on nous a dit, oh non, non, bon, ça a été arrêté en France, évidemment, comme beaucoup de choses. Et ça a été dit, non, non, ça ne fonctionne pas. Enfin bon, c'est nul, c'est pas efficace, blablabla. Qu'est-ce qu'il en est, puisque les Chinois, eux, ont ouvert des centrales au thorium? Oui, donc le thorium, c'est une technologie en fait qu'on essaie de faire marcher, les centrales au thorium qu'on essaie de faire marcher depuis les années 50. Euh, et il y a même une centrale au thorium aux États-Unis qui a partiellement fonctionné. Ils sont pas arrivés au bout pendant quelques années, euh, mais tout ça a été mis au panier. Et les Chinois ont repris le flambeau, assez ironiquement, sur la base des travaux qui avaient été faits aux États-Unis, euh, parce que tout avait été publié, tous les plans, par un ingénieur de la NASA qui avait publié tout ça sur energyfromthorium.com. C'est c'est assez dingue. Il n'y a même pas Ouais. besoin d'exploiter, c'est génial. Voilà, exactement. Et j'ai écrit un article autour de ça parce que c'est vraiment rigolo. Et donc les Chinois, pas bêtes, ils ont tout repris et ils ont créé leur propre centrale autour de ça. Euh, et ils sont arrivés beaucoup plus loin que les Américains ou que les Français ou que n'importe qui. Ils ont vraiment réussi à la faire marcher. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de la technologie, mais c'est juste mentionner deux, trois trucs. Un, le thorium, il y en a beaucoup plus que l'uranium. 3 à 4 fois plus sur Terre. Et ça coûte moins cher. Donc, déjà, c'est un énorme avantage. Deux, les centrales au thorium n'ont pas de problème de sécurité parce que il n'y a aucun risque de meltdown. Donc, il ne peut pas y avoir de risque à la Tchernobyl, par exemple, ou Fukushima, où il peut y avoir un meltdown. De par la technologie, c'est juste impossible. Euh, ouais. Trois, il n'y a pas besoin d'eau. Et d'ailleurs, la centrale chinoise est construite, pour démontrer ça, est construite en plein milieu du désert du Gobi, probablement un des endroits les plus secs sur Terre. Donc ça veut dire qu'elles peuvent vraiment être mises n'importe où en fait, et même sur la Lune. D'ailleurs, les J'allais Chinois dire sur la Lune, puisque les Chinois y vont doucement sur la Lune. exactement, et ils ont des plans autour de centrales de thorium sur la Lune. Et dernièrement, il y a beaucoup moins de déchets parce que, en fait, ce que peu de gens savent, c'est que quand on utilise de l'uranium pour les centrales nucléaires classiques, en fait, la technologie classique ne brûle que 3% de l'uranium et les déchets atomiques, c'est les 97% restants. Et c'est des déchets qui restent pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Et on ne sait pas comment conserver des déchets atomiques pendant des centaines de millions d'années. On n'a jamais créé de structure, nous humains,
on n'existe même pas nous-mêmes depuis des centaines de milliers d'années. Donc voilà, c'est un gros problème en fait. Tandis que pour le thorium, le thorium est brûlé à, je sais plus, 99,99%. Il reste des tout petits déchets, mais qui ont une durée de vie de, je crois, 300 à 500 ans. Donc, en gros, on sait construire des structures qui durent 300 à 500 ans. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et il y a infiniment moins de déchets aussi. Donc, elles ont plein d'avantages, ces centrales. Et j'avais fait le calcul avec les réserves connues de thorium que la Chine a aujourd'hui. Ils en ont suffisamment pour générer tous les besoins en électricité chinoise. Je sais plus ce que j'avais calculé, je crois que c'est 60 000 ans. Donc, voilà quoi. Si si ils développent effectivement à grande échelle ces centrales au thorium, ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour leur mix énergétique et leur indépendance énergétique. Et donc ça marche bien. Au stade où ils en sont, ils ont fait marcher le réacteur. Donc le réacteur fonctionne, c'est la technologie principale. Maintenant, ils en sont au stade d'attacher la turbine, qui est une nouvelle technologie de turbine, pas basée sur la vapeur, comme les turbines de centrales nucléaires maintenant, mais basée sur du CO2. Donc voilà, c'est ça la prochaine étape, pour montrer que tout marche. Et une fois que c'est fait, la technologie peut être répliquée, quoi. Donc voilà, c'est ça le stade. Et toi, tu sais pourquoi est-ce qu'on a arrêté en France? Je crois qu'en France, il n'y a jamais eu de centrale au thorium. J'avais regardé, il y a une centrale qui s'appelle Super Phoenix, mais c'était pas basé sur le thorium, c'était basé sur une autre technologie assez proche, aussi basée sur parce que thorium, c'est des sels fondus et c'est Super Phoenix, c'était des métaux fondus. Enfin, je sais plus exactement, c'était pas exactement la même chose. Si on parle de Non, on parle bien de Super Phoenix. Ouais. non, oui, il y avait Superphénix. Non, mais il y a vraiment des recherches sur les centrales au thorium qui se sont arrêtées en 2015. Ok. Voilà, Non, ça, j'ai pas vu. Ouais. c'était coupé. Désolé, je sais pas. Bon, mais c'est pas très grave, Arnaud. Bon, on n'a pas les robots, on n'a pas la technologie, on n'a pas les terres rares, on n'a pas les microprocesseurs, mais on a le vin. Et ça, évidemment, le vin, on est bien évidemment les meilleurs, puisque d'abord, c'est du vin français, c'est le meilleur vin du monde, on sait faire. Non, hein, on n'a quand même pas dépassé sur les vins. Ou si. Eh ben, si. Donc, il y a Michel Béthane, qui est les œnologues doivent ou les amateurs de vin en tout cas doivent le connaître, puisque c'est un des critiques de vin légendaires français. Il publie un guide d'ailleurs régulier. Oui. Ouais, qui publie le guide des vins de France. Donc quand même l'autorité sur la question, qui a été pendant très longtemps, je crois, l'éditeur en chef de la revue du vin. Il a dit récemment que les vins chinois, en termes de qualité de standard de fabrication, dépassaient la moyenne des vins français. Donc attention, il n'a pas dit que les meilleurs vins chinois dépassaient les meilleurs vins français. Donc je crois qu'on a toujours, si on regarde les grands crus et tout, on a sûrement toujours les meilleurs. Mais il a dit qu'en moyenne, de tout ce qu'il a goûté en Chine, parce qu'il a fait un tour récemment de 300 vignobles en Chine, il trouvait les standards supérieurs à ce qu'il goûtait en France. Donc les Côtes du Rhône de Chine sont meilleurs que plus stables que ceux qu'on fait en France. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, ouais. Donc voilà, le vin, il commence à nous dépasser. Il nous avait déjà dépassé au niveau du pain, puisque il y a 2 ans, ceux qui avaient gagné le mondial du pain
À Nantes, c'était une équipe de Chinois. On était arrivé deuxième, la France, ce qui est quand même la On honte. va arrêter de t'inviter, Arnaud, ça suffit. Il y a que des trucs. Euh, Donc, donc, il est champion de pétanque en Chine. la pétanque, je sais pas, mais en tout cas, il nous reste le fromage encore. J'ai goûté du fromage chinois en Mongolie intérieure et c'est absolument immangeable selon nos standards. Donc voilà, on a encore, on se défend au fromage encore. On a une petite résistance sur euh, sur le fromage. Mais c'est intéressant parce que cette histoire de vin, bon, on le prend un petit peu en rigolant parce qu'il faut quand même rire un peu, sinon on va faire que déprimer. Mais je me souviens, d'il y a 10 ans, 15 ans, de voir des installations de vignes, parfois de gigantesques vignes, et des commentaires ici, c'était comme pour l'industrie. Oui, oui, c'est des Chinois, Ouais. et ils boivent du maïkoelou, hein, c'est dégueulasse. Ils vont, ouais, ils vont jamais faire du vin. Et s'ils en font, ça sera de la piquette abominable. Puis résultat des courses, bah non. Alors, et cette hubris, même dans le vin, nous coûte cher. J'imagine que les Chinois, eux, contrairement à la France, doivent avoir en propre tout l'appareillage produit en Chine. Je parle des cuves, tous les systèmes, C'est très bonne question, très bonne question. Je sais pas, je suis pas un spécialiste de l'industrie du vin. J'ai des amis qui bossent dans cette industrie en Chine. Je pourrais leur demander, mais Ah voilà. la réponse nette, c'est je sais pas. Parce qu'en France, on a arrêté les cuves sont italiennes, même les ferments sont danois. Ok. Facteur, n'en parlons pas. Enfin bon, oui, il y a un grand, il y a un grand recul. Est-ce qu'on peut te garder encore quelques instants ou tu dois filer Ouais, bon, non, non, bien sûr, bien sûr. tu devais aborder tu voulais qu'on aborde aussi un sujet. On a eu Aurélien Taché qui a écrit que Taïwan, c'est la Chine. Et donc on a eu un petit, bon, les gens lui sont tombés dessus. À nouveau, il y a une petite incompréhension sur ce qu'est Taïwan. Visiblement, Ouais, oui, c'est c'est quelque chose à Taïwan. de, de du point de vue de la Chine et de mon point de vue aussi, parce que je connais quand même la question pas mal. Ce qui était choquant, c'était surtout la réaction, quoi. Et ce qu'on dit, beaucoup de journalistes et de commentateurs français dans les différents médias. Euh, donc, le tweet exact de Aurélien Taché, c'était Taïwan est chinoise. Euh, Ce qui est un fait à tous les niveaux, puisque il y a aucun pays au monde, il n'y en a pas un seul qui reconnaît une Taïwan indépendante. Il y a, et c'est la position officielle de la France. La France officiellement reconnaît que Taïwan fait partie de la Chine. Attention, pas la République populaire de Chine, mais la Chine. Il faut toujours être clair sur cette distinction. Euh, et, et Taïwan eux-mêmes, dans leur constitution, se disent qu'ils font qui font partie de la Chine. Eux-mêmes n'ont pas déclaré d'indépendance. Donc, au niveau géopolitique, Taïwan est chinoise. Il y a pas de pays souverain qui s'appelle Taïwan. Ça n'existe pas. Ça n'existe juste pas. Il y a un pays qui s'appelle la République de Chine, qui est l'appellation officielle de Taïwan, mais pas que Taïwan. Hein, il possède, il contrôle, pardon, aussi d'autres territoires. Voilà, ça c'est, on pourrait dire que c'est un pays souverain. Bien que la Chine serait en désaccord avec ça, mais Taïwan, en tant que tel, n'est pas un pays souverain. Parce que Taïwan n'a jamais déclaré son indépendance. Euh, et, euh, et aussi au niveau culturel, où Taïwan est complètement chinoise, puisque 98% de la population est Han, Han chinoise.
Si vous allez au, au musée national à Taipei, c'est tous les trésors de la cité interdite de Pékin. Donc, ils parlent le chinois mandarin. Voilà, ils sont chinois, quoi. C'est juste un fait. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi cette phrase a choqué. J'ai entendu plein de gens, même des journalistes importants, qui disaient que c'était honteux de dire ça, que c'était de la propagande du du Parti communiste chinois, que Taïwan était un pays souverain et tout. Tout ça, c'est du révisionnisme pur et dur. C'est juste faux, quoi. C'est 100% faux. Et même les gens à Taïwan seraient complètement en désaccord avec ça. Bon, peut-être que c'est la preuve, Arnaud, qu'il y a des multivers, en fait. Des gens ont la capacité de passer de l'un à l'autre, mais sans se rendre compte qu'ils ont changé de multivers, et donc ils ont une réalité alternative. Et c'est assez sidérant. On le voit très très bien sur la question ukrainienne. Parfois des gens qui n'ont aucun rapport, ni de près, ni même de très très loin avec la Russie, je pense à des militaires, du simple fait de faire une analyse ils font tous les jours d'analyse militaire de terrain. Quand le fait va à l'encontre de ce que certains aimeraient que soit la réalité, eh ben, ils sont agents russes ou du Kremlin ou proches de Poutine. Là, c'est pareil. Hein. Donc, je pense qu'on va voir fleurir maintenant les agents chinois. D'ailleurs, peut-être que celui qui fait le guide des vins, ça se trouve, c'est un agent chinois. En fait, il est payé. Les vins, ils sont pas bons, mais il est payé. Voilà. Il n'y a pas d'autres explications à cela. Je sors un peu puisqu'on est dans la géopolitique. J'ai quand même été frappé pendant toute cette période où on ne s'est pas vu, avec les tensions fortes qu'il y a au Venezuela et les propos qui sortent du cadre habituel d'expression du ministère des Affaires étrangères chinois, qui a déclaré que la Chine s'oppose à toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Venezuela, sous quelque prétexte que ce soit. Ouais. Là, alors, est-ce que c'est sérieux? Parce que là, les États-Unis font une ingérence claire et nette. Depuis maintenant 3 jours, l'espace aérien vénézuélien est bloqué. On sait la saisie de l'or vénézuélien, les pressions financières, les opérations de la CIA. C'est pas une invention, parce que Donald Trump l'a dit lui-même. Alors, est-ce que la Chine a un moyen d'agir ou c'est juste des mots comme ça? Honnêtement, je pense que c'est juste des mots, parce que c'est pas du tout dans leur modus operandi d'agir, et puis surtout juste à côté des États-Unis, je vois pas la Chine faire ça du tout. Et, euh, et ce qu'ils ont dit, c'est bon, peut-être avec un ton un peu plus fort que d'habitude, mais c'est les principes de non-ingérence qui rappellent tout le temps, quoi. C'est les principes cardinaux de la diplomatie chinoise. Donc c'est juste redire ça. Les Chinois ont souvent laissé les Américains. On peut être on peut être triste ou pas par rapport à ça, mais ils ont souvent laissé les Américains faire des interventions ici ou là avec lesquelles ils étaient en complet désaccord. Et au final, en fait, l'ironie, c'est que ça fait, ça fait souvent du mal aux États-Unis, et par contraste, ça redore le blason de la Chine, puisque ensuite ils peuvent dire, regardez, les États-Unis violent systématiquement le droit international, ils tuent tous ces gens. Nous, on n'a pas fait de guerre depuis 40 et quelques années, donc voilà, c'est les États-Unis qui se tirent une balle dans le pied, et je pense pas que les Chinois les en empêcheraient. C'est effectivement.
La guerre en Ukraine a l'air de tourner évidemment complètement à l'avantage de la Russie. Les Chinois et les Russes sont alliés stratégiques, comme l'ont déclaré Poutine et Xi Jinping. Enfin, pas formellement comme avec la Corée du Nord, mais bon, très très fortement. Ce qui s'apparente maintenant à une victoire quasi définitive en Ukraine et les nouvelles relations commerciales avec les États-Unis, est-ce que ça inquiète un peu en Chine ou pas? Je pense au fait que les Américains aient encore essayé d'interdire à les entreprises d'acheter du pétrole russe tout en ouvrant la possibilité à Exxon de s'installer sur les îles Sakhalin dans l'Arctique russe. Bon, est-ce que les Chinois y voient une tentative de ramener un peu la Russie du côté américain et de la décorréler de la Chine? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il y a aucune inquiétude à ce niveau-là. J'ai regardé un peu les chiffres. Donc, au pic des meilleures relations russo-américaines, le niveau de commerce entre les deux, c'était d'autour de 40 milliards de dollars. Et je comparais ça avec la Chine aujourd'hui, on est plus proche des 300. Donc, est-ce que la Russie, si on se met à la place de la Russie, est-ce que la Russie abandonnerait une relation qui vaut 300 milliards en faveur d'une relation qui en vaut 40? C'est juste impensable, quoi. Parce que les Russes, en fait, sont concurrents des Américains à bien des niveaux. Les Américains sont aujourd'hui les premiers exportateurs d'hydrocarbures au monde. C'est un business énorme pour les Russes. Donc, il n'y a pas tellement de synergie, en fait, entre les deux pays. Donc, je pense que les Chinois voient, en fait, plutôt ça d'un bon œil. Je crois que l'atmosphère en ce moment à Pékin, c'est plutôt de dire Trump commence à venir dans notre camp, entre guillemets, le camp de la Chine, de la Russie, tout ça, plutôt que d'y voir une espèce de plan machiavélique, reverse Kissinger, pour mettre de la distance. S'il y a un Kissinger qui est en train de se passer, c'est plutôt les Russes et les Chinois qui sont en train de le faire sur le camp occidental entre les Européens et les Américains. De fait, c'est ça qui est en train de se passer beaucoup plus qu'entre les Chinois et les Russes où ouais, non, ils sont toujours en bonne entente. Il n'y a aucun signe de discorde. Et bien, merci beaucoup Arnaud pour tes analyses et puis pour ce réalisme brutal mais sympathique qui remet les choses à l'endroit. Que nous, c'est l'inverse. On a beaucoup d'idéologues ici et très peu de réalistes. Donc, c'est vraiment agréable. Encore merci à toi. Chers auditeurs, si vous avez aimé et que vous êtes arrivés jusqu'ici, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de partager. Et bien sûr, si vous pouvez nous aider à nous développer, vous allez sur les liens en bas de cette vidéo, sur notre page Stripe ou notre page Tipeee, vous pouvez faire un petit don. Je vous rappelle, nous avons le site pop.media, le portail média, sur lequel il vous suffit de renseigner un email pour avoir accès à de très très nombreuses analyses diverses et variées, cette fois écrites. Et si vous avez la possibilité, nous faire un petit abonnement au tarif d'un café par an. Je vous invite également à aller voir le Substack d'Arnaud Bertrand, qui est formidable, et son compte X, évidemment, mais le Substack, vous avez les articles en entier, c'est très intéressant. Et encore une fois, rappel, très bon article dans le Monde diplomatique de ce mois de décembre. Voilà, merci Arnaud, et nous allons te laisser tranquillement continuer ta vie. C'est que cet immense décalage que nous avons avec là où tu es. Merci à tous, bonne journée. Merci.